Chairman Coons, Ranking Member Isaacson, thank you for the invitation and honor to testify before your committee today. I greet you on behalf of the millions of Congolese in the homeland who look up to the United States as a beacon of democracy. I would also like to thank you on behalf of the Congolese community of the United States for your interest in the alarming development in the Democratic Republic of Congo. Thank you. My name is Mvemba Pezo Dizolele. I'm a native Congolese and a naturalized U.S. citizen. I would like to note that I received my American citizenship through service in the United States Marine Corps Reserve, where I was a non-commissioned officer and served in infantry, intelligence, training and operations, and public affairs positions. I recently returned from Congo, where I observed the contentious presidential and legislative election that have led to the current legitimacy crisis between President Joseph Kabila and his main... Bonsoir. Code 243 revient en 2012 avec toujours ses programmes consacrés à la politique en RDC, en Afrique et dans le monde. Et pour ce faire, ce soir, nous allons recevoir M. Mvemba Pezo Dizolele, qui est le premier Congolais à être intervenu au cours d'un public hearing ici au Sénat américain, mais qui également a pu participer activement à l'observation des élections en 2006, tout comme en 2011. Et ce soir, il a répondu à notre invitation sur Code 243. Monsieur Mvemba, bonsoir. Bonsoir, Abraham. En lisant votre biographie, voici ce que je retiens. Vous êtes écrivain. C'est ça. Analyste politique de politique internationale. Chercheur associé à l'université de Stanford en Californie. Et professional lecturer at Johns Hopkins University. C'est ça. Et je crois dans le School of Advanced International Studies. Studies, c'est ça. Voilà. Mais également, vous m'avez dit que vous êtes en train d'écrire un livre sur... Oui, je suis le biographe du feu président Mobutu Sese Seko. Donc, je suis en train de finir une biographie de Mobutu qui sort, qui va paraître cette année. On m'aurait laissé entendre que vous auriez même une exclusivité d'avoir pu interviewer maman Bobila Dawa alors qu'elle ne parle plus depuis des années. J'ai eu ces privilèges-là, oui, certainement. Voilà, voilà. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous recevons M. Mvemba Pezo Dizolele, qui, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, a pu participer activement aux élections en 2006. Et nous allons commencer par là, avant d'arriver à tout ce qui se dit à ce jour. 2006, pour vous, quelle expérience? Vous étiez à Kinshasa ou au Congo avec la Fondation Carter, c'est correct? Exact. 2006, très bonne expérience. J'étais avec la Fondation Carter basée à Mbandaka, donc à l'intérieur du pays. Mbandaka, l'Équateur, les bastions de Jean-Pierre Bemba. Néanmoins, ce que je retiens de ces élections de 2006, c'est qu'elles étaient mieux organisées que celles que nous avons vécues en 2011. Nous avons eu, donc le Congo a bénéficié d'un grand apport, d'un grand soutien de la communauté internationale, mais on retient qu'il y avait une contribution énorme aussi du leadership congolais, puisque ces élections ont émergé comme un aboutissement d'un processus de négociation. Vous vous souvenez de la guerre civile, les milices, mais aussi de Sun City, la pression de M. Etienne Tshisekedi, ainsi de suite. Nous avons connu des élections qui, au départ, les médias internationaux donnaient le président Kabila pour gagnant, favori, mais l'opposition a surpris, puisqu'on ne s'attendait pas à deux tours, mais l'opposition a forcé le deuxième tour. Et ce que le deuxième tour a fait, c'était de légitimiser le processus. C'est quand Kabila sort vainqueur du deuxième tour, on le reconnaît, toutes les forces le reconnaissent. Même après le recours de Jean-Pierre Bemba et de l'Union pour la Nation, on accepte la victoire de M. Joseph Kabila comme président de la République. Donc ces élections de 2006 ont mis le Congo sur la bonne voie. On met le Congo sur la bonne voie. Je sais que certains d'entre vous vont se dire, mais il y a eu les armes ont tonné à Kinshasa, plus de 1000 morts, qui étaient la résultante de ces résultats, avec un Jean-Pierre Bemba qui a dû être évacué, manu militari, presque du pays. Tout ça, c'est exact aussi. Mais voilà un peu, nous venions d'où? Exactement. À chaque chose, il faut mettre chaque chose dans son contexte. Si on a vécu ces événements malheureux, entre Jean-Pierre Bemba et le président. Moi, j'étais à Kinshasa. J'étais coffré, coincé au Grand Hôtel pendant 4 jours, pendant que ça pétait, ça tirait partout. Donc, j'ai vécu ça personnellement. Mais quand on regarde l'horizon total, on considère
ce qu'on a vécu avant les élections et après, on dirait grosso modo, on a quand même émergé d'une manière générale assez positive. Voilà, on a émergé d'une manière positive. C'est l'avis de M. Vemba Pezo-Dizolele. En 2006. Hein. 2006. Ouais, je parle de 2006. Voilà, 2011, on vous a vu intervenir ici à Washington avec Mme Otero, qui est la sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, qui revenait d'une mission, je crois, au mois de septembre 2011. Elle est en charge des affaires de démocratie, des affaires globales. Merci pour cette précision. Mais vous, avec la Fondation Carter, parce que je suppose que vous avez toujours continué à travailler, quels étaient vos avis avant les élections 2011? Étions-nous, ou la CENI était-elle assez préparée pour les faire, ou bien nous avions déjà des signes avant-coureurs d'un clash ou d'un chaos que nous sommes en train de vivre actuellement? Ok, un point de clarification, c'est que là, moi, je parle en tant que Mvemba, pas au nom de la Fondation Carter, et les observateurs travaillent pour un temps précis. Donc j'étais observateur lors du processus d'élection. Je ne suis plus observateur maintenant, donc je ne suis plus engagé. Donc vous n'engagez pas, c'est vrai. Je voulais juste clarifier pour nos auditeurs et les téléspectateurs. Donc je veux dire, en 2006, maintenant vous avez posé la question de savoir, je suis intervenu à plusieurs reprises avant les élections. Exactement. Et là, je l'ai fait en tant qu'analyste politique qui suit la région, donc le Congo, l'Afrique centrale. Et nos avis étaient tels que les préparations n'étaient pas adéquates. Hein? C'est un processus qui a été forcé. Quand je dis forcé, c'est-à-dire du point de vue horaire, du point de vue planning. D'ailleurs, tous les problèmes qu'on a connus, principalement, ce sont des problèmes d'ordre de planning, de manque de planification adéquate, de manque de vision, c'est-à-dire un pays comme le Congo, un sous-continent si vous voulez, les élections ne se préparent pas dans 9 mois et d'une manière forcée. Hein. Je dis même forcée puisqu'on n'était pas prêt. Les Congolais les diront, ceux qui font la planification de ce genre de choses les diront, les experts des élections de par le monde les diront. Nous avions fait une étude. J'ai travaillé avec M. Tony Gambino, qui est ancien directeur de la mission de USAID à Kinshasa. Exactement. Nous avons écrit, nous avons fait une étude où nous avons trouvé que les failles techniques qui s'avéraient déjà au mois de mars, au mois d'avril, allaient causer problème. Donc nous avions sonné l'alarme pour dire, écoutez, nous avons parlé, vous étiez là quand on a reçu M. Ngoï Mulunda ici, les Congolais de la région ont posé des questions pour lui écouter, mais est-ce qu'on ne peut pas freiner? Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse attendre peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines? Ce n'est pas exactement les temps que cela allait requérir, mais c'était clair que ça n'allait pas marcher, qu'on aurait de problèmes. Et voilà donc, nous avons eu des problèmes. Et certains de ces problèmes, moi je les ai vécus puis j'étais à Kinshasa en 2011. Cette fois, j'étais basé à Kinshasa. Donc j'ai observé les élections dans Tchangou. J'étais à Massina, j'étais à Njili, j'étais à Petro-Congo et j'étais dans les centres de compilation de la FIKIN où le même problème que nous avons connu au départ, en février, en mars, en avril, même au mois de septembre, ont émergé et cette fois avec les conséquences qu'on connaît. Cette fois avec les conséquences qu'on connaît. Nous sommes toujours au courant de ces préparatifs des élections 2011. Nous remarquons qu'entre 2006 et 2011, il y a une grande différence parce que la participation de la communauté internationale fait défaut. Quel est votre avis? Pourquoi cette communauté internationale? C'est vrai qu'il y a une crise mondiale économique et tout le monde essaye de résoudre ses problèmes chez soi, mais pourquoi cette communauté internationale qui aurait dû, étant donné que c'est elle qui nous aide avec la présence de plus de 20 000 hommes sur le territoire congolais de la MONUSCO aujourd'hui, pourquoi n'a-t-elle pas poussé pour qu'il y ait une meilleure organisation de ces élections, sachant qu'il devrait y avoir un budget inscrit au niveau... il devait avoir une rubrique inscrite au niveau du budget de la République démocratique du Congo, mais rien n'a été fait. On s'est rendu compte encore une fois qu'on a l'impression que ces élections sont en fait le reflet de la politique, la manière dont la politique congolaise se déroule. Quel est votre avis? Écoute, ce que vous dites là, il y a plein. Il y a à manger, à boire et les desserts là-dedans. D'une part, moi je pense qu'en tant que Congolais, nous devons être fiers que le Congo a organisé ces élections.
Hein, c'est une marque, un signe de notre souveraineté, de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est un point essentiel. Mais la question qui se pose, c'est celle de savoir, d'après ce que je comprends, le Congo a financé à 85% les élections. Et je pense que le taux total varie à peu près 900 millions, entre 700 à 900 millions de dollars. Bon, on saura les frais généraux quand tout aura fini. Donc ça devait en fait être un moment de fierté pour la République démocratique du Congo. Mais je pense que la communauté internationale, quand bien même nous avons prouvé que le Congo pouvait bien financer ça, la communauté internationale a déçu le Congolais dans ce sens qu'elle n'a pas joué son rôle d'accompagnateur, son rôle de guetteur, si on peut essayer, de sentinelle. Puisque nous sommes encore dans un stade fragile. C'est encore fragile, le processus est fragile. Puisque les acquis, les gains de 2006 ne se sont pas solidifiés ou consolidés. D'une part, puisqu'il y a manque de volonté de la part du leadership. Merci de souligner, oui. Et d'autre part, il faut de l'expérience, ça prend du temps. On ne sort pas, les États-Unis, nous vivons ici, les États-Unis existent depuis 1776, je crois plus de 300 ans. Exactement. Donc si nous suivons ça, il y a quand même un exemple, il y a 2-3 siècles les États-Unis existent, donc ils ont eu la guerre civile, ils ont connu des problèmes. Ce n'est pas parfait. Mais ce n'est pas pour autant qu'ici, il y a une détermination, une volonté sérieuse de faire marcher la démocratie. Au Congo, on n'a pas vécu ça. Notamment, on a très vite vu le leadership chambarder les systèmes, c'est-à-dire détruire les systèmes de l'intérieur, avec la révision constitutionnelle, par exemple, puisqu'il y a l'État, quand on voit la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a la lettre de la loi. Exactement. Au Congo, nous voulons trop souvent nous fier ou nous accrocher à la lettre de la loi. Mais la lettre de la loi existe puisqu'il y a un contexte qui a créé cette loi. Si la Constitution dit qu'il y aura 2 tours de scrutin, il faut respecter. Puisqu'en fait, celui qui émerge de ce tour, de ce scrutin à 2 tours, en sort très fort et légitime. Nous avons vu que Kabila, le président Kabila, avait une certaine légitimité en 2006. Bon, il y a des gens qui vont dire autrement, c'est pas grave. Il y a toujours des débats dans un sens. Mais il a gagné après 2 tours. Jean-Pierre Bemba a dit... Certains disent qu'il a été proclamé vainqueur après 2 tours. C'est possible aussi, mais le peuple congolais, d'une manière générale, a dit « Ok, tant mieux, nous acceptons et nous allons de l'avant. » Exactement. Mais le peuple a été déçu, puisqu'il y a eu des problèmes, pas avec le peuple congolais, mais avec le leadership. Pourquoi vous allez miner les systèmes? Pourquoi vous allez miner la plateforme sur laquelle vous vous tenez, sachant bien que ça peut éclater d'un moment à l'autre? Et ça, ce n'est pas la faute de la communauté internationale. C'est le Sénat congolais qui a passé la loi. C'est le Parlement congolais, l'Assemblée congolaise qui a passé cette loi en moins d'1 semaine. Comment vous pouvez... Certains disent qu'il y a eu des grands pécules. La Banque centrale a été saignée à blanc. Je n'ai aucune idée de la procédure interne, mais je sais que ça nous a choqués tous. Une constitution toute nouvelle qui a été, qui a été choisie, si on peut dire, qui a été supportée par le peuple, par les canaux des référendums. C'est quand même, c'est sérieux, un référendum. Le peuple dit, voilà, nous acceptons cette constitution-là. C'est sacré, en quelque sorte. Et tout d'un coup, vous n'allez pas au peuple, mais vous fiez à peu près 500 personnes, 600 personnes, donc le Parlement et le Sénat, et en moins d'1 semaine, bouffe, c'est parti, vous avez tout changé. Mais pourquoi? Pour qui? Pour ceux qui veulent demeurer au pouvoir et tous ceux qui veulent récupérer les dividendes. Demeurer au pouvoir, nous sommes des humains, des gens des ambitions, ce n'est pas grave. Mais gardez vos ambitions dans les contextes légaux, puisque ça vous servira mieux à la longue. Quel intérêt on a, je crois que c'est dans la Bible, on dit, vous pouvez gagner le monde et perdre votre âme, ça ne vous profiterait à rien. Donc nous sommes dans une situation actuellement où le Congo, où ses dirigeants, auxquels vous faisiez référence, veulent rester au pouvoir, mais ils vont perdre l'âme. L'âme de la nation, ce n'est pas juste l'âme de quelqu'un. Et on ne peut pas mettre en danger l'âme de toute une nation, de plus de 70 millions de personnes, puisqu'on veut rester au pouvoir. Mais si on veut rester au pouvoir, ce n'est pas un problème. Gagner. Voilà, si on veut rester au pouvoir, gagner. Et nous allons revenir rapidement. Pour ceux qui nous rejoignent, nous recevons ce soir M. Mvemba Pezo Dizolele,
qui est écrivain, qui est également... il fait de la recherche à l'université de Stanford. Il est analyste politique et de surcroît professional lecturer at Johns Hopkins University, ici à Washington, D.C. Monsieur Vemba, 2011, vous dites que vous avez été à Kinshasa, dans la Tchangou. Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a poussé à intervenir? Parce que vous avez été l'une des rares, et je l'ai dit au départ, le premier Congolais à ma connaissance qui ait été invité officiellement à un public hearing, c'est-à-dire à parler au niveau du Sénat, parce qu'il y a eu un dossier ouvert sur le Congo. Qu'est-ce que vous avez vu et quelle était la quintessence de ce message-là que vous avez donné au Sénat? Ce que j'ai vécu à Kinshasa, c'était d'abord de l'insécurité. Donc, de prime abord, c'était un climat tendu. Mais moi, je suis Congolais, je suis de Kin, donc je dois être en mesure de circuler à Kinshasa sans problème. Mais ce n'était pas le cas, puisqu'il y avait tiraillement de gauche à droite. 2 jours avant le scrutin, donc le 26, le fameux jour où M. Tshisekedi est rentré de sa tournée, qu'il a eu des problèmes à l'aéroport, j'étais à Kinshasa déjà. Et ça, c'était un des jours les plus déprimants, puisque j'étais au stade Raphaël, au stade Tata Raphaël, où Vital Kamerhe et son groupe devaient faire leur rallye. J'étais au stade des Martyrs, où le PPRD, la majorité présidentielle, avait leur meeting. Mais j'étais aussi à Limete, puisqu'il y a des tensions, il y a des clashs qui ont eu lieu entre les partisans de M. Tshisekedi et les supporters du président de la République, donc M. Kabila. Le président sortant. Le président sortant, à l'époque. Mais il était encore président. Alors, mais j'ai vu cette violence, cette fameuse violence dont on parle. J'ai vu un type à qui on a coupé l'oreille. Il saignait encore, donc j'ai vu ça, quand on a été faire l'enquête sur place. Parce qu'on était 3, nous sommes allés sur place vivre ça. J'étais au siège de la jeunesse du PPRD sur le boulevard Lumumba, donc à Limete. J'étais au siège de l'IDPS. Et là, j'ai vu des gens qu'on a bastonnés, qui saignaient de partout dans la tête. J'ai vu un type s'écrouler devant moi. Mais alors, je suis rentré à l'hôtel, je me dis, mais c'est quoi comme histoire? Puisqu'on n'a pas vécu ça en 2006. Vous demandiez tout à l'heure de faire ce contraste. Et vous dites, mais c'est ça la démocratie. 2 jours avant le scrutin, c'est ce qu'on vit. Bon, le jour du scrutin, j'étais à Tchangou. Et là, c'était autre chose, puisque les masses, donc la population, les électeurs, se sont levés très tôt. Moi, j'étais à l'Institut Sonapangu, à 5h45. Et c'était déjà plein de gens qui arrivaient. Des mamans qui venaient avec leurs enfants. Donc, cette détermination de changer les choses était évidente. Mais qu'est-ce qu'on a vécu? On a vécu un sens d'organisation dans les bureaux de vote. Il faut dire ça. On a vu les gens de la CENI qui ont travaillé sans presque rien. Il y en a qui avaient faim, qui n'ont pas mangé, ainsi de suite. Mais leur engagement sur cette cause était aussi clair. Mais par contre, on a aussi vu des centaines, peut-être des milliers, puisque je n'étais pas partout, j'ai vu juste dans la Tchangou, des gens qui sont venus avec leur carte d'électeur. Tu vois une maman qui s'est levée très tôt avec son petit bébé. Et on lui dit, madame, vous ne pouvez pas voter ici. Mais dit, mais monsieur, ma carte dit EP Sonapangu. Je donne juste un exemple d'un des centres. Exactement. Mais on lui dit, non, 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 votre nom n'est pas sur la liste. Mais monsieur, ma carte dit EP Sonapangu. Donc, c'est ça mon centre de vote. Exactement. Alors, comme c'est souvent le cas au Congo, on dit, mais non, écoutez, il n'y a pas de problème, vous avez été délocalisé. Mais c'est quoi, vous avez été délocalisé? Non, il faut aller voir à Sainte-Christine, ou à Don Bosco, ou à Itinjili. Alors, la pauvre maman, vous vous rendez compte le problème logistique, d'abord du transport. Un paiement des salaires et tout ça. Donc, oui. Alors, maintenant, la femme, la pauvre femme avec son bébé, doit aller chercher où se trouve cette école, où elle a été délocalisée. Elle va là-bas, elle trouve que cette école n'a pas son nom non plus, et cette école lui dit qu'il faut aller ailleurs. Bon, vous suivez ce que je voudrais dire. Et pendant tout ce temps, il a commencé à pleuvoir. Donc vous voyez qu'il y a toute une section, tout un segment des électeurs qui a été mal géré. Alors beaucoup de ces gens n'ont pas voté, puisque quand on a continué à faire la tournée de la ronde des bureaux, le soir on s'est retrouvé à 17h moins 15 ou à 18h moins 15, juste avant la fermeture.
Là, tu te retrouves avec un vieux de, je ne sais pas, 62 ans, qui te supplie, puisque les gens croyaient que les observateurs internationaux, que nous étions, avions un certain pouvoir, que nous avions un certain pouvoir d'influencer le président du bureau de centre de vote. Mais non, ils disent, mais papa, voilà, moi je ne veux pas voter. Presque en larmes. En larmes, oui. Donc il y a ce genre de problèmes qu'on a vécu. Ça, c'est les jours de scrutin. Et donc il y a tout un segment de la population dont le vote, la voix n'a pas été reconnue. Ils n'ont même pas eu le temps de contribuer au vote. Donc ça, c'est perdu. Mais pendant la compilation, il y a d'autres problèmes qui se sont avérés. D'abord, on a trouvé, et ça c'était à Kinshasa, alors moi je ne sais pas comment ça s'est passé à l'intérieur. Je voudrais poser une question sans vous interrompre. Nous avons reçu sur notre plateau le pasteur Ngoï Mulunda. Et celui-ci nous dira que selon l'organisation de ces élections, la CENI avait conçu le fait qu'à la fin du vote, chaque observateur ou bien chaque observateur des partis politiques ou d'un candidat pouvait à la fin faire le décompte, parce que le décompte était manuel, sanctionné par un procès verbal que tout le monde allait signer, et les résultats étaient directement affichés. Pouvez-vous nous confirmer que si cela était exact, si vous avez vu ça de vos propres yeux? Ça, c'est pour les questions qui vont suivre, parce qu'après ce phénomène-là, nous avons reçu, nous, Code 243, ainsi que d'autres officines de presse, des informations venant de certains candidats ou de certains partis politiques. Mais pouvez-vous affirmer, vous qui avez été dans la Tchangou, qu'effectivement, cette mesure était d'application? Cette mesure était effectivement d'application. Donc, le matin à 5h45, j'étais à Épée Sonapangu pour ouvrir la session. Donc, c'est là que j'ai vu l'ouverture du processus. Et le soir, je suis resté avec ma partenaire. J'avais une partenaire irlandaise, donc elle n'est même pas américaine. Donc, nous avons travaillé, nous sommes allés à Itinjili. Okay. Donc, c'est un institut technique industriel d'Anjili. Et c'est là que nous avons fait la fermeture. C'est là que nous avons observé la fermeture. Et dans ce bureau, effectivement, il y avait des témoins de tous les partis, des partis politiques, pas tous les partis politiques, mais les témoins des grands partis politiques étaient là. Et à la fin, ils ont signé, ils ont attesté de la véracité, telle qu'ils l'ont vécu, de ces comptages, ou ces deux comptes. Et à la fin, ces listes ont été mises en place. Puis le lendemain, nous sommes allés pour vérifier. Donc les gens, d'ailleurs, pendant que nous nous comptions encore dans notre bureau du centre avaient déjà fini, et d'autres bureaux du secteur Tchangou, du secteur d'Njili avaient déjà fini. Donc vers 23h30, il y avait déjà la fête dans la rue. Puisque tout le monde savait qui a gagné dans quoi. Donc les gens de l'IDPS célébraient déjà dans la rue. Donc ça s'est passé comme ça. Puisqu'ils avaient déjà, sur base de ces PV, ils savaient autant combien de voix que Tshisekedi menait, au moins dans cette région-là, dans cette zone de Kinshasa. Et je pense que c'était un peu pareil partout. Pour ceux qui nous rejoignent, souvenez-vous que Code 243 a eu la primauté de déclarer, de proposer les premiers résultats provisoires de ces élections au mois de novembre 2011. C'est un élément que vous pouvez trouver sur notre website ou encore en allant à la recherche sur les différents programmes que vous avez sur le net. Pour revenir, voilà, vous dites que ces élections, vous avez pu assister en fait à la fermeture des bureaux. Lorsque la CENI déclare Joseph Kabila Kabange président, quel est votre sentiment? Vous qui avez été sur le terrain, vous qui avez été avec des collègues observateurs, votre sentiment, est-ce que cela reflète la réalité, c'est la vérité, ou bien il y a eu grande manipulation? Les sentiments que moi j'ai eus, les sentiments de certains de mes collègues qui étaient là, il faudra prendre en considération, c'est le Congo, je disais un sous-continent. Moi j'étais à Kinshasa, j'étais pas à Bunia, j'étais pas ailleurs, donc c'est pas exactement comment ça se passe. Et de toute façon, nous sommes partis avant la déclaration, puisqu'on a attendu, et la déclaration n'a pas été faite le 6. Vous vous souviendrez que la déclaration a été faite, je crois, c'est 2 jours ou 3 jours après. 3 jours après. Le 9, non? Le 9.
Alors nous, on avait des vols à prendre, on ne pouvait pas continuer à attendre. Mais ce qui nous a choqués, ce qui nous a surpris, personnellement, quand on était encore à Kin, c'était ces... on a vu qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des centres de compilation. Il y avait des problèmes, donc c'était clair. Quand on parle des problèmes, je vais vous expliquer, je vais vous dire. À la veille, donc 2 jours, 3 ou 4 jours, d'abord il y a un désordre total. Et moi j'étais dans les centres, certainement dans les centres les plus organisés. À la FIKIN, c'était à la foire, sur l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa. Il y avait 4 centres, donc Lukunga, Tchango et tout ça. Donc les ballots éparpillés un peu partout, le bulletin de vote sous la pluie, tout ce que vous avez vu sur photos, sur Internet, c'était comme ça. Mais encore, il faut faire la part des choses. Les agents de la CENI travaillaient, ils bossaient, mais c'était dans des conditions difficiles. Nous vous retrouvez avec des tas, des sacs, tout ça. Alors, on s'est rendu compte, je crois les 4 ou le 3, j'ai vu M. Mulunda, donc j'ai vu le pasteur, j'ai dit, mais, puisqu'on se connaît, on s'est rencontrés ici, donc j'ai dit, mais pasteur, c'est pas possible, vous n'allez pas finir ce travail avant la date. Dans 2 jours, c'est pas possible. Puis j'étais là chaque jour, pendant une semaine, donc je savais les rythmes de travail de ces gens. Mais il me regardera, il me dira, mais écoutez, j'étais avec ma collègue, il dit, mais vous avez douté. Vous m'aviez dit que la date du 28 novembre n'était pas possible à cause des problèmes techniques et tout ça. Je dis oui. Il dit, et je vous avais donné ma parole, et voilà, on a tenu les élections le 28. Et je vous dis que le 6, coûte que coûte, nous allons annoncer les résultats. Je dis, mais regardez les conditions. Il a dit, bon, c'est lui le président de la CENI, on ne va pas discuter, ça ne sert à rien. Je dis, ça va, peut-être qu'il sait de quoi il parle. Effectivement, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc ça a causé d'autres problèmes. Mais aussi, la veille, donc les 5, ma collègue, à l'époque on était 3 ou 4, en fait il y avait d'autres collègues, j'ai posé une question à un des dirigeants, un des responsables de ces centres. J'ai dit, messieurs, nous nous sommes rendus compte qu'il y a autant de bureaux de vote dont les bulletins sont perdus. J'ai demandé, j'ai dit, mais vous avez... qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que vous ferez de ces bulletins qui sont perdus? Écoutez la réponse. Et ça, c'est typiquement congolais, en ce sens que je pense que parfois nous ne sommes pas prêts à prendre la responsabilité, nous cherchons toujours de faux fouillants. Il dit, mais monsieur, mais pourquoi vous dites qu'on a perdu les bulletins? Nous n'avons pas perdu les bulletins, nous ne les avons pas encore retrouvés. Et ça, je cite. J'aime bien le tournure. Hein? Donc, c'est ce qu'il dit. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes des invités. Il faudra reconnaître qu'en fait, en tant qu'observateurs internationaux, nous sommes des invités de la CENI. Nous sommes des invités de la République démocratique du Congo pour les accompagner. Donc, vous n'allez pas vous mettre à vous chamailler avec des gens, non. Il y a des observateurs congolais qui ont aussi un devoir à eux, et il y a les témoins de partis politiques qui ont un devoir à eux. Et c'est à ces gens-là, maintenant, justement, qu'il incombe de faire toute cette pression. Donc, nous savions que, moi, pour répondre à cette question, nous sommes rentrés au Grand Hôtel, et j'ai vu le Salon Congo, il y avait de la grande musique. Donc, les gens de la majorité s'apprêtaient à fêter. En tant que fils de ce pays-là, ayant vécu ce que j'ai vécu et ce que je connaissais, je me suis senti vraiment déprimé. Puisque je savais que l'heure n'était pas à la célébration. Quelle que soit la victoire de quiconque, les tensions qu'on a vécues. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un type qui a perdu son oreille dans la rue. Je vous ai parlé d'un type qui s'est évanoui, écroulé devant nous, qu'on devait évacuer à l'hôpital. Exactement. Mais je me demande, mais j'ai dit, on célèbre quoi? Même s'il y a une victoire quelconque, on doit l'accepter d'une manière un peu modeste, plus réfléchie, plus réservée. On célèbre peut-être la tricherie à grande échelle. Donc voilà. Et ces jours-là, il n'y a pas d'annonce. Donc le pasteur Mulundango, il n'a pas proclamé les résultats. Alors, mais vous avez vu tous ces grands messieurs du système au Grand Hôtel, avec madame, avec tout ça, mais vous vous dites, mais vous venez célébrer quoi pendant que votre pays risque de brûler demain? Hein, voilà, donc, c'est un peu le climat. Je sais que ça ne peut peut-être pas répondre directement à votre question, mais c'est pour vous donner un tableau, vous peindre un tableau
du contexte dans lequel tout ceci se passe. Les restes, si on dit 49%, 39%, 32%, moi, je ne suis pas en mesure de confirmer que c'est ça, puisque je sais qu'à Kinshasa, puisque moi j'étais à Kinshasa, ce n'était pas le président Kabila qui menait. Donc c'est une histoire totalement différente. Exactement. Voilà, Code 243, nous avons ce soir M. Vemba Pezo Dizolele, observateur des élections 2011 et le premier Congolais à être intervenu officiellement au niveau du Sénat américain et qui a donné son point de vue, qui, je crois, a amené à ce qu'aujourd'hui, il y ait un groupe d'experts, vous êtes cités, j'ai lu la presse tant américaine qu'ailleurs. Au passage, nous voulons vous féliciter pour cet acte. Je sais que dans la diaspora, beaucoup de Congolais vous ont découvert, mais vous et moi, nous nous connaissons depuis. Vous avez fait ce travail brillant au niveau du Sénat avec le sénateur Kuntz, qui est responsable du Foreign Committee. Et on nous apprend que depuis pratiquement une dizaine de jours, il y a une équipe au Congo qui est en train de faire, comment s'appelle, un travail sur les résultats. Qu'est-ce que, d'abord d'après vous, est-ce que ceci répond-il à vos préoccupations lorsque vous êtes intervenu au niveau du Sénat? Qu'est-ce que vous espériez? Qu'est-ce que vous demandiez que les États-Unis, et pourquoi pas derrière la communauté internationale, puissent faire par rapport à ces élections? Quel était votre... Vous avez parlé d'une des primes qui vous a animé. Qu'est-ce que vous attendiez de cette communauté internationale ou des États-Unis? De promouvoir les principes qui accompagnent la démocratie ou les élections. C'est la transparence, la crédibilité, l'aisance de l'électeur. C'est-à-dire que le principe, une démocratie, il y a beaucoup de formes de démocratie. La démocratie française est différente de la démocratie norvégienne, de la démocratie anglaise et de la démocratie américaine. Mais une démocratie, c'est une démocratie, on la reconnaît. Exactement. Quelle que soit la forme qu'elle prend, on la reconnaît. Ah, ça c'est un pays démocratique, ça. Ah, ces élections sont crédibles, celles-là ne le sont pas. Donc la communauté internationale avait ce devoir. D'abord, avant les élections, l'opposition, surtout l'UDPS en tête, a sonné l'alarme. Ils ont dit, écoutez, il y a un problème avec les serveurs, il y a un problème avec la liste des électeurs, il y a un problème avec ceci, avec cela. La communauté internationale a ignoré tout ça. La communauté internationale, vous avez dit tout à l'heure, représentée par la MONUSCO. La MONUSCO, là-dedans, il y a la PNUD, il y a autre chose. La PNUD a accompagné la CENI. La communauté internationale s'est plus intéressée aux 32 millions d'électeurs qui ont été enrôlés. Mais un enrôlement, c'est la première étape d'une élection. Ce n'est pas la finalité d'une élection. Donc nous savons que ces élections n'ont pas servi. La Fondation Carter, dans sa déclaration, l'Union européenne, la mission de l'Union, ils ont dit carrément que ces élections n'étaient pas crédibles. Ça signifie que vous ne pouvez pas avoir des élections qui ne sont pas crédibles, avoir des résultats crédibles. Exactement. Donc ça signifie que ces résultats ne sont pas crédibles. Quelles que soient les petites touches de différence, ordre ou pas ordre, si ça change ou pas, mais on vous a dit que ces élections ne sont pas crédibles. Ça, vous ne pouvez pas avoir des résultats crédibles. Ça signifie que tout ce processus n'est pas acceptable. Donc, en langue vulgaire, c'est ce qu'on dirait, ces élections ne sont pas acceptables. Là encore, la communauté internationale, amenant un rôle à jouer, à dire, écoutez, ces élections ne sont pas crédibles. Qu'est-ce que maintenant nous allons faire? Soit, est-ce qu'on peut sauver le processus? Est-ce que c'est fini? Il n'y a aucun moyen qu'il y ait un sauvetage quelconque. Et s'il y a un sauvetage, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc je pense dans ces cas, c'est d'engager les leaderships congolais, dire il faudra reconnaître qu'il y a des problèmes. Le président de la République, M. Joseph Kabila, a reconnu qu'il y a eu des problèmes. Le pasteur Mulunda lui-même a reconnu qu'il y a des problèmes. Donc, au lieu de s'accrocher aux petits mots, de dire que, mais écoutez, la Fondation Carter n'a pas dit ceci, on n'a pas dit cela, ils vous ont dit d'une manière très claire et très haute. Très diplomatique, exactement. Que ce n'est pas crédible. C'est pas crédible, oui. Si le président de la République, qui était candidat lui-même, qui est supposé être les gagnants, les vainqueurs de ce processus, dit qu'il y a eu des problèmes. Mais commençons d'abord par régler ces problèmes. Dans le contexte congolais même, tout à l'heure je disais que ces élections devaient faire la fierté du Congo. Nous savons aujourd'hui, comme les catholiques ont dit, les évêques catholiques, ces élections ont fait la honte de notre pays. Exactement. Les évêques le disent carrément, et c'est vrai. C'est un peu ces sentiments de déprime, tout ça, puisque le monde nous regarde.
La communauté internationale doit nous accompagner, mais je pense que c'est à nous, donc c'est aux Congolais, de forcer justement la communauté. Si la communauté internationale ne veut pas s'assumer devant ses responsabilités, c'est à nous de forcer la communauté internationale d'assumer cette responsabilité. Et c'est-à-dire, dans ces cas, la CENI doit commencer par régler les irrégularités qu'eux-mêmes ont reconnues. Mais vous savez que c'est impossible. La CENI, elle est contrôlée par le pouvoir. Je suis d'accord. Nous n'allons aboutir à rien. Mais alors, le peuple congolais, son élite, doit assumer ses responsabilités. On le voit avec le rôle de l'Église. Immédiatement après les déclarations de ces deux observations, missions d'observation, donc la Fondation Carter et l'Union européenne, quand le leadership congolais a commencé à pousser, on a vu l'évêque, l'archevêque, donc le cardinal Monsengo, oui, qui s'est imposé pour dire non. Nous avons eu 30 000 observateurs. Moi, j'ai rencontré Monseigneur Jomo, qui est le coordonnateur, le président de la CENCO, quand il est venu à Washington pour chercher le soutien pour ces 30 000 observateurs. Non, nous ne sommes pas d'accord et ces résultats ne sont pas conformes ni à la vérité, ni à quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ni à la vérité. Transparence. Ni à tout ça. Donc, donc c'était une position très claire. Nous avons entendu les sermons qui se sont passés le week-end passé, à Anderlecht et aussi à Matongé. Nous avons lu donc, la déclaration des évêques, la conférence des évêques. Mais ce dialogue doit continuer puisqu'on ne pourra pas bâtir une démocratie. Je disais tout à l'heure qu'il y a des principes qui accompagnent une démocratie, quelle que soit sa forme. Et ces principes-là, dans la grande majorité, n'ont pas été respectés au Congo. Donc la communauté internationale doit assumer sa mission en relation, donc en accord avec les Congolais, les leaderships congolais, de ce que les étapes suivantes doivent être. On attend la suite des législatives. Mais comment voulez-vous qu'il y ait des législatives qui soient crédibles si les présidentielles ne sont pas crédibles? Comment voulez-vous que les résultats législatifs soient crédibles si on vous dit que le processus n'est pas crédible? Donc le Congo se retrouve dans une situation de crise. On peut l'appeler comme on voudrait, c'est une crise. Puisque vous avez tout un secteur de la population, entre autres l'Église catholique. L'Église catholique n'est qu'un vecteur, n'est qu'un vaisseau. Et ce qu'ils disent, c'est la voix du peuple. C'est la voix du peuple. On n'est pas forcément obligé d'être catholique pour être d'accord avec ce qu'ils disent, puisque c'est tout le monde qui a été voté, c'est tout le monde qui a été bafoué d'une manière ou d'une autre dans ce processus. Le nombre de morts, le nombre de gens qui ont été arrêtés, moi je n'ai vu que ceux qui ont été blessés grièvement et autres. Je n'ai pas été dans des prisons. J'ai vu la police chaque jour. Exactement. Oui, on a découvert des masses, comment ça s'appelle, mass grave, mass grave. Ouais, des charniers, tout ça. Oui, oui, voilà. Mais donc tout ça, ça doit interpeller tout le monde. Et les gagnants et les perdants, puisqu'on ne gagne pas pour gagner. Après tout, on gagne pour diriger un peuple. Et quand on gagne, on va diriger un peuple qui n'est pas d'accord avec nous, ou bien on dirige un peuple qui est derrière nous. Est-ce que là, vous ne soutenez pas la thèse de plus en plus acceptée par tous les Congolais que la RDC est sous occupation? Par qui? Qui occupe la RDC? Parce que la manière dont un pouvoir veut absolument s'affirmer ou s'imposer, en utilisant toutes les voies légales, changement de constitution, illégale, tricherie avérée, corruption, que dire encore, insécurité soutenue. On a vu des milices sortir, vous étiez à Kinshasa, vous me parlez des personnes à qui on a coupé des oreilles, donc l'utilisation des machettes, qui est en fait quelque chose de nouveau dans notre civilisation. Vous et moi sommes des Quinois. Hein, les koulouna ont été utilisés par certains, par le pouvoir. Certains ont été avancés, je ne vais pas leur faire la publicité ici, mais je crois que ça fait partie des dossiers que certains Congolais déjà aux États-Unis sont en train de préparer pour porter plainte officiellement. Mais ne croyez-vous pas, et plus loin, l'utilisation ici de près de 14 000 agents de l'ordre des pays étrangers, Angola, Afrique du Sud, Rwanda et Ouganda, pour la sécurisation du processus électoral, avec l'appui des États-Unis qui ont fourni le matériel pour la police, ainsi que la France, alors qu'on attendait, et la France en fait, alors que nous attendions tous ces pays amis à un autre niveau, on s'est rendu compte que tout était préparé ici
pour imposer un résultat. Et je conclurai que sur ce même plateau, nous avions reçu en 2011 M. Herman Cohen, qui dira même que c'est la loi Cohen qui déclare qu'un dictateur ou même un pouvoir fort organise des élections pour ne pas les perdre. Et il va même tricher, c'était les mots de M. Herman Cohen. Est-ce que ceci ne nous démontre-t-il pas qu'il y a un soubassement, une volonté, je peux dire, supranationale, compte tenu des grands intérêts économiques que certains tirent au pays, qui nécessite à ce que Joseph Kabila, Kabange, demeure en poste parce qu'il sert les intérêts de pas mal de personnes. Mais Abraham, vous posez une quinzaine de questions dans cette déclaration. Occupation, je ne sais pas. Non, j'explique en fait l'occupation pour avoir les détails comme ça. Voilà. Je vous circoncis dans un cadre. Je veux dans le cadre économique, je veux dans le cadre politique, hein, pour ne pas vous laisser une porte de sortie. Non, mais écoutez, occupation, ce n'est pas un terme que moi j'utiliserais. Je n'ai aucune idée qui est au Congo, s'il y a des forces étrangères ou pas. Rwanda, voilà ce que les Congolais disent. Je sais qu'ils disent tout ça, mais je n'ai pas, moi je n'ai pas de... Comment tu interprètes Zongsen à Rwanda? Écoute, il y a Akin. Oui, à Akin, bon, écoutez, je n'ai pas entendu ça en fait, hein, pendant longtemps. Quand j'étais à Akin, je n'ai pas entendu ça. Les gens, je pense que les gens étaient sérieux. Je pense que l'heure n'est pas occupation, pas occupation. Le peuple congolais n'est pas le premier peuple du monde à subir ce genre de traitement d'un gouvernement. Ce n'est pas le premier pays. Exactement. Donc, il y a des dérapages de démocratie dans différents points au monde. On a vu ça en Côte d'Ivoire, on a vu ça ailleurs. Ce n'est pas facile quand les gens veulent rester au pouvoir et quand ils ont le moyen, quand ils ont plus de moyens que les autres, surtout quand ils ont le moyen d'État. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est justement ce genre de développement qui met le Congolais devant sa responsabilité. Il y a des gens qui sont sortis ce jour-là pour aller voter. Je vous ai dit qu'il a plu. Je me souviens encore, je me disais, mais Seigneur, il faut arrêter cette pluie-là. Je savais que s'il pleuvait toute la journée, ce sera une débâcle. Puisqu'il y aura beaucoup de gens qui n'auront pas voté et il y aura des histoires qui vont se raconter, pourquoi. Donc c'était bien que la pluie ait cessé à temps. Et on a vu le problème qu'on a souligné avant, les problèmes donc la préparation, logistique, tout ça, émerger. Puisqu'en fait, c'est là que se trouve le problème. Alors, si l'État réagit de la façon dont il réagit, on sait qu'il y a une violence inouïe de l'appareil de l'État. C'est vrai, ça on l'a vu. Moi, j'ai vu des centaines de policiers presque chaque jour dans des camions de police et tout ça. Je n'appellerai pas ça occupation, c'est une main forte, mano militari peut-être. On parle des éléments de la garde républicaine, on les a vus aussi partout dans la ville. J'ai vu des chars, c'est vrai, j'ai vu des chars, même à l'époque, j'ai vu des chars au stade des Martyrs. Donc ce ne sont pas des éléments d'une démocratie, je suis d'accord. Mais aller de là pour parler de l'occupation, je ne suis pas en mesure de faire une déclaration pareille, puisque je n'ai pas ces données-là. En fait, je peux vous aider sans vous perdre. Le principal candidat, challenger du président sortant, M. Etienne Tshisekedi, dans son discours, le vocable ou la phraséologie parlant du retour d'un imposteur, même c'est ces termes. Le président Tshisekedi a parlé du retour à l'ordre en RDC, à l'état de droit, mais que certaines personnes, il a cité notamment Joseph Kabila Kanambe, il a traité de non-congolais. Donc j'ai l'impression que cette campagne s'est faite sur le soubassement de la campagne présidentielle, c'était le Congolais doit récupérer son pays. C'est pour cela que ceux qui soutiennent la thèse de l'occupation se retrouvent forts. Et d'après certaines analyses ou analystes, la violence que nous avons connue n'est en fait ici que cette frustration de se dire nous avons été dupés, fini la duperie, nous devons mettre de l'ordre et récupérer notre nation. Et ceci a démontré la raison pour laquelle il y a eu un déploiement massif d'une force de répression qui n'a pas manqué d'utiliser tous les moyens. On a vu des images effarantes où l'armée a tiré au niveau de la ceinture, devant la presse internationale, à l'aéroport international de Njili. Ces images ont circulé sur BBC et autres. Et la raison pour laquelle, je voudrais un peu dire, c'est le silence de cette communauté internationale. Pourquoi elle ne dit rien? Ailleurs, pour un mort ou deux morts, tout le monde se lève. Je suis d'accord. Donc il y a, là encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Donc d'une part, ces histoires de Zonguissa et de Rwanda, si je comprends très bien,
et se réfère aux origines, des gens qui remettent en doute des origines de certains dirigeants de ces pays. Là encore, il faut prouver qui est qui a quoi, qui vient d'où. Mais la plupart de ces gens, dont le président Kabila, est président depuis un certain temps. Donc on n'a pas, si je comprends bien, le Congolais, il parle de ça dans la rue, mais il n'y a jamais une occasion, comment je dirais, une action quelconque. S'il faut des points de clarification, moi je ne connais pas l'histoire du président Kabila, donc je ne suis pas qualifié pour parler de ça non plus. Mais s'il y a un problème, et que le peuple congolais, ou un segment de la population congolaise trouve qu'il y a un problème de nationalité, un problème d'origine, il faut que ça se règle. Exactement. Il faut que ça se règle. Et ça commence où, ça s'arrête où, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Cette histoire de la loi de la citoyenneté au Congo reste un problème épineux. Exactement. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors quand on ajoute cette couche de problèmes liés au processus démocratique, au processus électoral, on a maintenant tout ce problème que vous mentionnez. Mais la communauté internationale, il faut en venir à la communauté. Moi, je pense qu'ils ont joué un rôle pas positif. Ils ont été en fait complices par leur silence, au minimum, de tout ce qui vient de se dérouler au Congo. Si la communauté internationale pouvait insister pour quand même qu'il y ait cette transparence au niveau d'accès aux serveurs, on n'aurait pas eu toutes ces manifestations à Kinshasa avant les élections qui ont causé assez de morts et beaucoup d'arrestations. Si la communauté internationale avait insisté, il y a un problème de souveraineté, mais la communauté internationale a encore beaucoup de poids au Congo. Le Congo, le budget du Congo est financé à peu près 40 ou 50% par la communauté internationale. Ouais. Nous dépendons encore de FMI. Nous avons 20 000 militaires de la MONUSCO. Nous avons la MONUSCO qui est présente au Congo. Ça, c'est les conseils de sécurité au niveau des Nations Unies. Donc, il y a plein de leviers d'influence qui doivent être utilisés. La communauté internationale était prête, plus que prête, à féliciter la CENI quand il y a un enrôlement de 32 millions d'électeurs. Oui, mais si vous êtes prête à féliciter la CENI, vous devez aussi être prête à dire, écoutez, là ça ne marche pas, il faut changer puisque là il y aura un chaos. Surtout dans un pays post-conflit que le Congo, on ne peut pas continuer à fermer l'œil aux histoires. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on avait fait des analyses, donc nous on avait fait des analyses, et on avait sonné justement cette cloche d'alarme là pour dire, écoutez, il y aura des problèmes. Et pratiquement ce sont les mêmes problèmes pré-scrutin qui sont devenus des problèmes post-scrutin. Exactement. Donc, je suis d'accord avec vous que la communauté internationale a un certain rôle à jouer. Mais je pense que le revers de cette médaille, c'est d'abord le rôle de la population, des citoyens congolais. On a vu les autres révolutions, on a vu d'autres situations. On a vu en Géorgie, avec la révolution rose. On a vu la révolution de velours en Tchécoslovaquie, donc avec Havol Václav. Nous avons suivi ce qui s'est passé en Tunisie, nous avons suivi ce qui s'est passé en Égypte. Je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait de la violence nécessairement dans la rue. Non, je ne suis pas ici, je n'appelle personne à la violence. Mais j'ai dit, quand le peuple s'impose, les changements viennent. Quand le peuple s'impose, la communauté internationale n'a pas de choix. Et si nous revenons à l'histoire du Congo, comment est-ce que le Congo a eu l'indépendance? On prenait les Congolais pour des passifs. Les Belges croyaient qu'il en avait encore pour 30 ans. Le plan Van Bilsen qui disait, écoutez, en 56, on peut être en 85. Mais écoutez, le peuple, il s'élève quand il s'élève. Le peuple ne travaille pas il n'est pas sur un horaire de la communauté internationale ou l'horaire du pouvoir en place ou l'horaire de quelconque, de pays voisins. Non. Le jour que le peuple congolais en aura ras-le-bol, on va voir ce qui va se passer. Char ou pas char, garde républicaine ou pas, ça va éclater. Alors le rôle de la communauté internationale, à mon avis à ces moments, c'est justement cette responsabilité de protéger. Donc il y a ces principes qui existent maintenant, qu'on appelle en anglais R2R, R2P. Donc Responsibility to Protect. Yes. Je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais je pense que c'est la responsabilité de protéger. Oui. Alors cette responsabilité de protéger fait que ce n'est pas leur responsabilité primaire de s'ingérer dans nos affaires, mais quand il y a probabilité de conflit, c'est leur responsabilité d'insister
auprès du pouvoir de ce pays-là d'éviter ces conflits. Et si ce pouvoir n'est pas capable de le faire, la communauté internationale est obligée, par ses principes, d'intervenir. Donc, dans le cas du Congo, où on a déjà perdu plus de 6 millions de personnes, comme conséquence d'une autre guerre, d'autres temps, mais qui continue avec nous, puisque ça continue, on ne doit pas fermer les yeux. Pour ceux qui nous rejoignent, Code 243, nous avons ce soir M. Vemba Pezo Dizolele qui, avec nous, commente la situation en République démocratique du Congo après cette période électorale qui, aujourd'hui, nous a conduit dans cette bipolarisation avec 2 présidents qui ont prêté serment. Parlons-en un peu rapidement. Il y en a un qui a prêté serment chez lui, un autre selon la Constitution, mais nous nous retrouvons dans une situation de blocage. Quelle est ta lecture? C'est une crise de légitimité, c'est clair. Écoutez, regardez l'histoire du Congo. Par le passé, même sous Mobutu, quand le président de la République prêtait serment, c'était soit au stade, soit au palais du peuple. C'était toujours un lieu public, accessible à tous. À tous. Et ça, c'est un message. Cette fois-là, comme vous dites, nous avons 2 situations. Une situation d'un président qui prête serment dans un complexe, ce n'est pas public, presque dans un camp militaire, si on peut ainsi dire. Ce n'est pas le signe d'une victoire du peuple. Nous avons notre président qui prête serment dans sa résidence, encerclé par les éléments de la police. Ce n'est pas non plus un signe de liberté qui représente non plus la volonté du peuple. Donc, quel que soit ce qui a été déclaré dans les urnes, on a une crise de légitimité. Hein? Il y a une partie de la population qui se sent lésée dans ce droit, qui retrouve que sa voix n'a pas été respectée. On a une autre partie de la population qui s'aligne derrière le président actuel, donc le président Kabila, et qui veut insister. Mais aller au stade prêter serment publiquement alors. Donc il y a tous ces messages, même quand bien même le ministre de l'Intérieur ou de l'Information va dire une chose, mais il y a cette réalité que les gens vivent chaque jour. Le peuple n'est pas idiot. Il y a ce qu'on appelle en anglais « the wisdom of crowd », la sagesse de foule, hein, la sagesse des masses. Le Congolais en a, il ne faut pas sous-estimer. Donc qu'on règle ce problème. Ce problème, quand on les règle, bénéficie à tous. À tous alors. Et tant que ce problème n'est pas réglé, il ne bénéficie à personne. Il ne bénéficie à personne. Votre commentaire sur... on a parlé tout le monde, mais un peu la diaspora. Ça fait depuis bientôt 1 mois et demi. De partout, les Congolais se lèvent. De partout. Et je n'ai pas encore observé une seule manifestation en l'honneur ou bien de joie pour celui qui est candidat élu. Vous qui arpentez les hautes sphères politiques, comment cela est-il vu? Parce que d'une manière régulière, nous assistons à Washington, à Paris, Bruxelles, dans toutes les grandes capitales, les Congolais se lèvent avec un seul discours, Tshisekedi président, volonté du peuple. Comment cela est-il vu? Le Congolais de l'extérieur, ce qu'il fait, en fait, c'est un éveil qu'on n'a pas vu depuis. Même pas sous Mobutu, avec la chute du maréchal Mobutu. On n'a pas vécu ça. Il y a eu des petites manifestations ici ou là, mais d'une manière générale, il n'y a jamais eu cet éveil, cette conscientisation de la communauté congolaise à l'extérieur. Comment est-ce que cet éveil est perçu? Écoute, c'est un message fort. On sait, la communauté internationale sait ce qui se passe au Congo, ils ne sont pas ignorants. Ils choisissent de prendre une position. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas informés. Tout à l'heure, vous aviez parlé des intérêts et d'autres choses. Je pense que chacun a ses intérêts. La communauté congolaise de la diaspora, comme vous le dites, je pense que les gens de la diaspora, d'abord, ils sont fatigués. Puisque c'est les Congolais de la diaspora qui portent le joug de ce pays-là. C'est le Congolais de la diaspora qui envoie son neveu à l'école. C'est le Congolais de la diaspora qui supporte sa mère, son père. Mais c'est l'inverse de valeur totale.
Et les conséquences de tout ça, c'est que le Congolais diaspora n'arrive même pas à progresser. Puisque pas seulement il doit vivre pour lui, ici, avec sa petite famille, il doit vivre pour tout le monde qui est resté au village, qui est resté au pays, qui est resté à Bukavu, à Kisangani, à Matadi et ailleurs. Mais donc, finalement, ça dépasse tout le monde. Tout le monde est surmené, débordé. Mais alors, les Congolais se disent, mais basta. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire marcher ce pays une fois pour toutes? Ces élections, je disais tout à l'heure, devaient faire la fierté du Congo. Et ces élections n'ont pas fait la fierté du Congo. Et tout le monde le sait, et personne ne les ressent plus que les Congolais de l'étranger. Ils mangent, le Congolais de l'étranger n'a pas faim. Mais le Congolais de l'étranger est déprimé, il est surmené, il est débordé. Donc c'est son souhait que les choses marchent là-bas. Puisque quand les choses marchent, quels que soient les vainqueurs, et je pense qu'il faut aussi clarifier, je ne pense pas que les Congolais de la diaspora qui est fâché, qui est agité, s'agite nécessairement pour le président, pour M. Tshisekedi. Exactement. Il veut voir un changement. Mais il veut un changement. Et il voit ces élections, il voit en Tshisekedi un certain vecteur qui pouvait amener ces changements. Si c'est l'autre côté qui amène des changements, tant mieux. Il suivra, oui, bien sûr. Mais les Congolais sont fatigués de ces excuses, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ceci. Ils disent, écoutez, c'est fini, travaillez. Soit vous travaillez, soit vous quittez, vous décampez. Mais on ne peut pas avoir... Il y a quand même bientôt 20 ans, Mobutu est parti... bientôt, c'est combien? 16 ans? Oui, bientôt. C'est bientôt deux décennies. Exactement. C'est bientôt 2 décennies. Et on ne peut pas être toujours dans la même racaille, les mêmes histoires. Mais finalement, nous sommes dans une démocratie ou nous ne sommes pas dans une démocratie? La SAMCO a fait sa grande déclaration, vous en avez parlé, mais ce matin, nous nous réveillons, nous, aux États-Unis, avec la déclaration de certains sénateurs qui demandent l'annulation pure et simple des résultats de la présidentielle législative. Commentaire. Comment allons-nous atterrir? Une autre transition est-elle mise en place? C'est la 3e voie dont on parlait. Monsieur Léon Kengo, après son malheureux incident de Paris, serait-il bénéficiaire d'un gâteau? Que voyez-vous? Tout ça, c'est l'expression de ce malaise du processus Baclay. Que ce soit les sermons des jeunes prêtres, puisque même avec l'Église, vous avez les hauts clergés, donc les pontifes, les évêques, qui ont un langage assez diplomatique, mais vous avez les bas clergés, si je peux ainsi dire, donc les curés des paroisses, qui voient le peuple souffrir chaque jour. Leur message, c'est un message différent. Les groupes Épiphanie, le centre Épiphanie à Bruxelles, parlaient de Masada. Moi, j'étais en Israël. Masada, c'est une forteresse qui représente la résistance juive contre les Romains. Et pratiquement tout le monde qui s'était réfugié dans cette forteresse s'est suicidé à la fin, puisqu'il ne voulait pas se rendre aux Romains. Et c'est grave quand l'Église parle de Masada, donc la désobéissance civile totale. Bon, vous avez maintenant ces sénateurs. Donc, cela encore nous ramène au point principal, c'est que ces élections n'étaient pas crédibles. On peut bien les peindre d'une manière ou d'une autre, mais le fait est que tout le monde qui a observé ces élections, de près ou de loin, c'est qu'elles n'étaient pas crédibles. Donc il faut résoudre ce problème. Soit on revoit, on corrige toutes ces irrégularités, on va voir où ça va nous amener. S'il y a eu 1,6 million de voix qui ont été perdues, en tout cas, ça veut dire qu'on a rejeté tout un segment de la population, et ça, ce n'est pas acceptable. S'il y a eu des cas où des PV ont été perdus, ça signifie quoi? Il faut les retrouver. Est-ce qu'on dit perdu? Oui, les papiers sont perdus. Mais puisque le bureau de vote, le centre de vote envoyait les messages à la CENI, ces voix doivent être quelque part dans les systèmes. Donc on peut les récupérer, soit par ordinateur, par autre chose. Perdu, ça ne signifie pas que c'est pas. Est-ce qu'on doit déterminer, est-ce que c'est vraiment perdu ou c'est pas vraiment perdu? Donc, corrigeons ce qui doit être corrigé, mutandis, comme les latins disent, et puis nous allons voir où ça va nous amener. Au lieu de chercher à gagner, à s'asseoir à tout prix, puisque comme les évêques disaient, on ne peut pas bâtir un état de droit sur une fondation des tricheries, des mensonges, des irrégularités. Même si on ne veut pas appeler fraude, disons, appelons ça irrégularité. On ne peut pas bâtir un état de droit sur base d'irrégularité. Exactement. On ne peut pas bâtir un état de droit sur base d'irrégularité. Voilà, mesdames et messieurs, ce soir, nous avions reçu M. Mvemba Pezo Dizolele, qui
Pour nous ici aux États-Unis, c'est une fierté, j'aimerais vous le dire, au nom de Code Merci, 243. C'est un plaisir et une joie que de vous voir avoir émergé, et de participer à toutes les grandes rencontres en tant que spécialiste de la situation en RDC. Nous vous souhaitons vraiment un plein succès en ce que vous allez entreprendre. Et sachez, pour ceux qui nous rejoignent, que Code 243, cette année 2012, vous présente ses vœux les meilleurs et espère que ça va être une année clé dans la libération, pourquoi pas, de l'état d'esprit du Congolais, mais surtout de la reprise des activités tant politiques qu'économiques en RDC, avec un leadership de surcroît qui soit l'émanation de la volonté du peuple congolais. Lorsque nous voyons, nous, vous et moi, vivons dans des pays comme les États-Unis, comment les choses se passent, je n'ai pas vu les machettes aux primaires des Républicains qui sont en train de se dérouler. Je n'ai pas vu autant de violence, mais ce que j'ai vu, c'est un combat d'idées. J'ai vu un combat de stratégie. Je vois un combat de moyens financiers, un support. Et pour ceux qui nous rejoignent, comprenez que nous qui vivons dans la diaspora, nous aimerions et souhaitons de tout cœur voir cela être d'application dans nos pays également. Parce que ceux qui font ce que nous voyons aux États-Unis, en France ou ailleurs, sont des hommes comme vous et moi, qui parlent français comme vous et moi, qui parlent latin comme certains d'entre nous, ou encore anglais. Et le souhait que nous avons en tant que Code 243, au travers vous, c'est de voir un meilleur Congo demain. Voilà, Code 243 vient de vous présenter sa première série d'émissions en 2012. J'aimerais vous rappeler que vous pouvez nous rejoindre sur www.code243.com ou encore sur notre page Facebook ou encore sur tous les autres supports Congo Mikili, YouTube ou en nous écrivant tout simplement sur code243news@gmail.com ou encore nous appelant au numéro de téléphone qui vont défiler au bas de cette page. Voilà, nous voulons remercier notre invité de ce soir, M. Vemba Pezo Dizolele. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Encore une fois, toutes nos bénédictions pour 2012. Merci à vous autres.